Le rire éclata comme un coup de tonnerre dans la nef silencieuse de l'église protestante de Saint-Germain-des-Prés. Un son cruel qui ricocha contre les voûtes gothiques, faisant trembler les vitraux multicolores. Éric, 16 ans, se figea au milieu de l'allée centrale, ses vieilles baskets trouées par l'usure collant au sol comme si la terre elle-même refusait de le laisser avancer. Regardez-le. Le petit pédé avec ses godasses de clochard. Il croit vraiment que Dieu l'accueille comme ça, siffla une voix féminine du fond de la congrégation. Et le chœur des rires s'amplifia. Un raz-de-marée d'humiliation qui noya le cœur du garçon dans une vague de honte brûlante. Éric avait marché des kilomètres ce matin-là, traversant les rues pavées de Paris sous une pluie fine d'automne, pour arriver ici, dans cette église où sa mère l'avait traîné depuis l'enfance. Elle était morte 2 ans plus tôt, emportée par un cancer fulgurant, laissant derrière elle un garçon aux yeux verts perçants et aux cheveux châtains en bataille, qui luttait pour trouver sa place dans un monde qui semblait conspirer contre lui. Aujourd'hui, il portait son deuil comme une armure rouillée, un jean effiloché, un pull trop grand hérité de son oncle, et ses baskets usées jusqu'à la corde. Témoin muet de ses nuits aérées seul le long de la Seine, cherchant dans les reflets de l'eau un signe que sa vie valait la peine d'être vécue. Il était venu pour l'office dominical, non parfois aveugle, mais par un vague espoir que les mots du pasteur romain pourraient apaiser la tempête qui grondait en lui, cette tempête nommée désir. Un amour interdit pour les garçons de son lycée. Un secret qui le rongeait comme un acide lent. Les rires continuaient. Des gloussements étouffés des femmes en tailleur sage. Des murmures des hommes aux cravates impeccables. Et même quelques adolescents qui, pour se fondre dans la masse, joignaient leur voix à la meute. Éric sentit ses joues s'empourprer. Un feu qui descendit jusqu'à sa poitrine, serrant sa gorge comme une main invisible. Il baissa les yeux sur ses chaussures, ces reliques de son père absent, et se demanda pourquoi il avait cru, ne serait-ce qu'une seconde, que cet endroit saint pourrait être un refuge. La Bible sur le lutrin semblait le narguer. Ses pages jaunies murmurant des versets sur l'amour fraternel qu'il n'avait jamais connu. Il fit un pas en arrière, prêt à fuir, quand une voix grave, chaude comme un feu de cheminée en hiver, trancha l'air. Silence. Où avez-vous oublié les paroles du Christ, celui qui est sans péché jette la première pierre? Le pasteur romain se leva de son siège derrière le chœur, sa silhouette imposante dominant la congrégation. Âgé d'une 40aine d'années, avec des tempes grisonnantes et des yeux bleus d'une intensité presque douloureuse, Romain était l'âme de cette église. Un homme qui avait fui les dogmes rigides de sa jeunesse pour prôner un christianisme ouvert, teinté d'une humanité qui détonnait dans les cercles conservateurs parisiens. Il descendit les marches de l'autel d'un pas mesuré, son soutane noir flottant comme une ombre bienveillante, et s'approcha d'Éric sans un regard pour les coupables. « Mon fils, venez. Asseyez-vous près de moi. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Un vide chargé de malaise où les rires s'étaient évaporés comme de la brume au soleil. Éric leva les yeux, croisant pour la première fois ceux de Romain. Et il eut une compassion si profonde qu'elle le désarma. Les mains du pasteur, fortes et calleuses d'avoir travaillé comme ouvrier avant de répondre à son appel spirituel, se posèrent sur ses épaules. Un geste simple qui transmit plus de chaleur que tous les sermons du monde. La congrégation se tortilla sur ses bancs, certains évitant son regard, d'autres marmonnant des excuses muettes. Romain ignora tout cela, il guida Éric vers le premier rang, où un siège vide l'attendait comme une invitation divine. L'office se poursuivit. Mais Éric n'entendit que des bribes. Les psaumes résonnaient. Les orgues grondaient. Mais son esprit était ailleurs, captivé par la proximité de cet homme qui avait osé le défendre. Romain prêchait sur la parabole du fils prodigue. Sa voix roulant comme un fleuve apaisant, l'amour de Dieu n'est pas conditionnel. Il ne mesure pas les chaussures usées ni les cœurs brisés. Il accueille le retour, sans jugement. Chaque mot semblait s'adresser à Éric seul.
Un baume sur ses plaies invisibles. À la fin de la messe. Alors que les fidèles se dispersaient en chuchotant. Romain se tourna vers lui. Reste un moment. Éric. J'ai vu ton nom sur la liste des nouveaux visages. Qu'est-ce qui t'amène vraiment ici? Éric hésita. Les mots coincés dans sa gorge comme des épines. Comment confier à un étranger un homme de Dieu? Qui plus est les tourments qui le hantaient? Les nuits passées à fantasmer sur le sourire de Lucas. Son camarade de classe. Les regards volés dans les vestiaires du lycée. La peur viscérale d'être rejeté par sa famille disparue ou par cette société française si tolérante en apparence. Mais si impitoyable en réalité. Je ne sais pas. Monsieur le pasteur. Ma mère m'y emmenait. Et maintenant? Je me sens perdu. Sa voix trembla. Un aveu fragile qui flotta dans l'air chargé d'encens. Romain hocha la tête. Un sourire doux éclairant son visage marqué par les rides du temps. Appelle-moi Romain. Et la perte est le début de la quête. Éric. Viens. Marchons un peu. Paris est belle sous la pluie. Ils sortirent ensemble de l'église. Les cloches sonnant leur vespérale. Et pour la première fois depuis des mois. Éric se sentit moins seul. Les rues du quartier latin s'ouvraient devant eux. Bruissantes de vie, des étudiants riant autour de cafés enfumés. Des artistes de rue jouant de l'accordéon mélancolique. L'odeur de croissants chauds se mêlant à celle de la scène voisine. Romain parlait peu. Posant des questions précises qui invitaient à la confidence sans forcer, sur l'école, sur les amis, sur ces rêves que l'on garde enfouis comme des trésors volés. Au fil de leur promenade, Éric se surprit à rire. Un son qu'il croyait oublié. Romain avait cette qualité rare. Un mélange de force tranquille et de vulnérabilité assumée. Qui désarmait les défenses. Il raconta son propre parcours, né dans une famille ouvrière de banlieue. Il avait lutté contre ses démons intérieurs, non pas l'homosexualité. Qu'il n'avait jamais nié. Mais la peur de ne pas être assez pour Dieu ou pour les hommes. J'ai appris que l'amour, quel qu'il soit, est un don divin. Tant qu'il est pur, il élève l'âme. Ces mots, prononcés avec une simplicité désarmante, firent naître en Éric une étincelle. Un espoir timide que peut-être. Un jour, il pourrait aimer sans honte. Ils s'arrêtèrent sur un pont surplombant la Seine, où les lumières des bateaux-mouches dansaient sur l'eau noire. Merci, Romain. Personne ne m'a jamais défendu comme ça. Le pasteur posa une main sur la rambarde. Ses doigts effleurant presque ceux d'Éric. C'est mon devoir. Et mon plaisir. Leur regard se croisa à nouveau. Plus long cette fois. Chargé d'une électricité subtile. Comme un orage d'été qui gronde au loin. Éric rentra chez sa tante ce soir-là avec le cœur plus léger. Mais une question nouvelle le taraudait, était-ce de la gratitude? Ou le début de quelque chose de plus profond? Les semaines suivantes furent un tourbillon. Éric revint à l'église chaque dimanche. Non plus par obligation. Mais par une soif nouvelle. Romain l'attendait toujours. Un sourire discret aux lèvres. Et après l'office, il partageait un thé dans le presbytère adjacent. Une petite maison aux murs couverts de livres anciens et de tableaux abstraits. Romain était veuf depuis 10 ans. Sa femme emportée par une maladie rare. Laissant un vide qu'il comblait par son ministère. Pourtant, dans ses conversations, il révélait une facette plus intime, son amour pour la poésie de Rimbaud. Sa passion pour les randonnées en Provence. Ses doutes sur la foi quand la nuit tombait trop lourde. Éric. En retour, s'ouvrait comme une fleur au soleil, ses peurs d'être gai dans un monde hétéronormé. Ses rêves d'étudier les arts à la Sorbonne. Sa solitude viscérale depuis la mort de sa mère. Un après-midi d'hiver. Alors que la neige saupoudrait Paris d'un manteau blanc.
Romain invita Éric à une exposition au Louvre. L'art guérit les âmes blessées, dit-il simplement. Ils errèrent parmi les statues grecques, admirant la Vénus de Milo sous des plafonds ornés de fresques. Devant le David de Michel-Ange, Éric murmura, « Il est si vulnérable. Pourtant si fort. Comme moi. » Parfois. Romain se tourna vers lui. Son souffle chaud dans l'air froid de la salle. « Tu es plus fort que tu ne le crois. Éric. Et plus beau. » Le mot plana entre eux. Un aveu voilé qui fit battre le cœur du garçon la chamade. Ils ne se touchèrent pas. Mais ce fut comme si une ligne invisible s'était tendue, prête à vibrer au moindre souffle. Leur relation s'approfondit en secret. Nourrie par des lettres échangées au Romain. Avec son écriture élégante. Citant Verlaine, Éric. Avec ses croquis maladroits de la scène au crépuscule. Mais Paris, ville des amours impossibles, murmuraient déjà ses ombres. Dans la congrégation, les langues sifflaient, le pasteur et le gamin. C'est scandaleux. Une veuve aigrie. Madame Duval, chef informel des commérages, guettait chaque dimanche. Ses yeux perçants comme des dagues. Éric l'ignorait. Ivre de cette amitié qui frôlait l'amour. Mais Romain, plus sage, sentait le vent tourner. Soyons prudents, conseilla-t-il un soir, alors qu'il se promenait dans le jardin des Tuileries. Les feuilles mortes craquant sous leurs pas. L'amour vrai supporte l'attente. Pourtant, l'attente devint une flamme. Lors d'une retraite paroissiale en Normandie, loin des regards parisiens, ils se retrouvèrent seuls sur une plage battue par les vents. La mer du Nord rugissait, grise et furieuse. Miroir de leurs âmes tourmentées. Éric, emmitouflé dans un manteau trop grand, confia, Romain. Je t'aime. Pas comme un fils son père, mais comme un homme aime un autre homme. Les mots sortirent d'un trait, libérés par le sel de l'air. Romain pâlit, puis sourit. Un sourire teinté de tristesse et de joie. Il prit la main d'Éric dans la sienne, leurs doigts s'entremêlant comme des racines affamées. Moi aussi, mon cher. Depuis le premier jour, tes yeux m'ont capturé. Leur premier baiser fut un raz-de-marée, salé par les larmes et le vent. Un serment scellé sous un ciel d'ardoise. Le retour à Paris fut un enchantement voilé de péril. Éric et Romain naviguaient leur amour comme un bateau clandestin sur les eaux troubles de la discrétion, des rendez-vous volés dans des bistrots anonymes du Marais. Des nuits passées à murmurer des poèmes dans le presbytère quand la lune veillait sur les toits de zinc. Éric, galvanisé par cet amour, excellait à l'école, ses professeurs notaient son éclat nouveau. Cette assurance qui transformait le garçon timide en jeune homme rayonnant. Romain, quant à lui, prêchait avec une ferveur renouvelée. Ses sermons sur la grâce infinie touchant les cœurs endurcis de la congrégation. L'amour de Dieu transcende les formes, déclarait-il. Et Éric, assis au premier rang, il lisait un message codé pour eux seuls. Mais l'idylle portait en elle les germes du drame. Romain avait un passé qu'il avait eu. Un secret enfoui comme une mine prête à exploser. Avant son veuvage, il avait été fiancé à un homme. Un artiste nommé Julien. Lors de ses années étudiantes à Lyon. Leur relation, passionnée et tumultueuse, s'était brisée sur les écueils de la jalousie et du scandale familial. Julien, brisé, s'était suicidé, laissant Romain rongé par la culpabilité. Je ne mérite pas un second amour, confia-t-il un soir à Éric, alors qu'ils étaient enlacés sur le vieux canapé du presbytère. Une bouteille de vin rouge à moitié vide sur la table basse. Tu es ma rédemption, répondit Éric, ses lèvres effleurant la tempe grisonnante de son amant. Ces mots apaisèrent Romain. Mais la peur persistait. Un fantôme qui hantait ses rêves. La première fissure apparut lors d'une réunion du conseil paroissial.
Madame Duval? Avec son nez en bec d'aigle et son chignon serré comme une armure. Accusa ouvertement Romain de favoritiser ce garçon aux mœurs douteuses. Il corrompt notre communauté. Ses chaussures usées n'étaient que le début, maintenant. Il vole nos âmes. Les anciens hochèrent la tête. Leur visage ridé plissé par l'hypocrisie. Romain se défendit avec calme, citant les évangiles sur la miséricorde. Mais le poison était injecté. Éric, apprenant l'incident par un appel tardif de Romain, sentit la rage monter en lui. Laisse-moi leur parler. Je ne suis pas une ombre à cacher. Romain refusa. Sa voix tremblante au téléphone, pas encore. Mon amour. Le temps joue pour nous. Pourtant. Le temps trahit. Éric. 17 ans maintenant. Rencontra Alexandre lors d'une fête au lycée. Alexandre était l'opposé de Romain, 20 ans. Étudiant en droit à la Sorbonne. Avec des cheveux noirs lisses et un sourire conquérant qui faisait fondre les cœurs. Fils d'une famille bourgeoise du 16e arrondissement. Il incarnait la liberté flamboyante de la jeunesse gaie parisienne des soirées dans les clubs du Marais. Des voyages en Eurostar à Londres pour des prides débridées. Tu es trop mignon pour te cacher dans une église, lança-t-il à Éric lors d'une danse effrénée. Ses mains sur les hanches du garçon. Éric rit. Flatté. Et pour la première fois. Goûta à l'insouciance d'une nuit sans culpabilité. Ils s'embrassèrent sous les stroboscopes. Un baiser fiévreux qui effaça momentanément l'image de Romain. La culpabilité suivit comme une ombre. Éric rentra chez sa tante à l'aube. Le goût d'Alexandre sur les lèvres. Et pleura dans son lit étroit. Que ai-je fait, murmura-t-il à son oreiller. Le lendemain. Il confessa tout à Romain lors d'une promenade le long du canal Saint-Martin. Où les péniches paresseuses glissaient comme des souvenirs flous. C'était une erreur. Une faiblesse. Mais avec toi. C'est vrai, avec lui. C'est du vent. Romain écouta en silence. Son visage impassible comme une statue de marbre. Puis, d'une voix brisée, l'amour ne se force pas. Éric. Si Alexandre t'offre la lumière que je ne peux pas. Suis-la. Ces mots, prononcés avec une noblesse douloureuse, blessèrent plus que n'importe quel cri. Éric s'effondra en larmes. Suppliant, non. C'est toi que j'aime. Lui. C'est juste. De la jeunesse volée. Romain le serra contre lui. Leur corps se moulant dans l'ombre d'un saule pleureur. Alors? Promettons-nous la vérité. Toujours. Pas de secret. Ils scellèrent ce pacte d'un baiser profond. Chargé de promesses et de peur. Mais le destin, capricieux comme une muse blessée, avait d'autres plans. Alexandre ne lâcha pas prise, il harcelait Éric de messages coquins. D'invitations à des expos underground ou à des dîners dans des brasseries branchées. Viens avec moi à Berlin pour la Pride. Romain est un fantôme du passé, je suis ton futur. Éric résistait. Mais la tentation rongeait. Un serpent doux dans le jardin d'Éden de son cœur. Le chaos trao surgit un soir de printemps. Lors d'une veillée pascale à l'église. La congrégation, gonflée par les familles en liesse, chantait des alléluia quand Alexandre fit irruption. Sa silhouette athlétique tranchant avec les tenues modestes. Il avait suivi Éric. Jaloux et imprudent. Éric. Laisse ce vieux curé et viens vivre vraiment, cria-t-il. Sa voix portant jusqu'aux voûtes. Le silence tomba comme une guillotine. Les regards se tournèrent. Accusateurs. Vers le duo au premier rang. Romain se leva. Palmet droit. Et dit simplement, sortons. Messieurs. Cela ne se règle pas ici. Mais le mal était fait, les murmures enflèrent en un bourdonnement venimeux. Dehors. Sous un ciel étoilé. La confrontation éclata. Alexandre.
Les poings serrés. Accusa Romain, tu profites d'un gosse vulnérable. Tu n'es qu'un hypocrite en soutane. Éric. Déchiré. Hurla, arrête. C'est mon choix. Romain. Les yeux brillants de larmes contenues. Murmura, laissez-le tranquille. Il mérite mieux que nos querelles. Alexandre partit en claquant la porte d'une voiture garée, jurant de tout révéler à la presse paroissiale. Éric. Effondré contre Romain. Sanglota, tout est ma faute. Je t'ai trahi. Le pasteur secoua la tête, caressant ses cheveux, non. Mon amour. C'est le monde qui nous trahit. Les jours suivants furent un cauchemar. Le conseil paroissial convoqua Romain, exigeant sa démission pour conduite immorale. Madame Duval présidait, un sourire triomphant aux lèvres, brandissant des preuves des photos floues d'Éric et Romain marchant ensemble. Vous avez souillé la maison de Dieu. Romain refusa de nier, mais implora, mon orientation n'invalide pas mon ministère. J'aime cet homme. Et cela me rend meilleur. Pas pire. Le vote fut unanime, suspension immédiate. Éric, apprenant la nouvelle, courut au presbytère, trouvant Romain entouré de cartons, prêt à partir. Viens avec moi, supplia-t-il. On recommence ailleurs. En Provence? Loin de tout. Romain hésita, son cœur déchiré entre l'amour et le devoir. Et toi? Ta vie? L'école? Tes rêves? Finalement, il accepta. Un baiser scellant leur fuite. Ils s'installèrent dans un petit village provençal, Arles, où les arènes romaines veillaient sur des champs de lavande. Romain trouva un poste modeste comme chapelain dans une communauté rurale, tandis qu'Éric, inscrit à un lycée local, peignait ses tourments sur des toiles inspirées de Van Gogh. Leur amour fleurit dans cette quiétude. Des nuits passées à faire l'amour sous les étoiles. Des matins à partager du café sur une terrasse ensoleillée. Ici, nous sommes libres, murmurait Romain, ses mains traçant des cartes invisibles sur la peau d'Éric. Pourtant, la trahison guettait encore, sous les traits inattendus d'Alexandre. Celui-ci, rongé par le remords et la jalousie, avait suivi leurs traces via des amis communs. Un soir d'été, il apparut à leur porte, les yeux rougis par les larmes. Pardonne-moi, Éric. J'ai tout gâché par orgueil. Laisse-moi réparer. Éric, touché par sa vulnérabilité, l'invita à entrer pour une discussion. Romain, absent pour une veillée, revint plus tôt et surprit la scène, Alexandre et Éric, assis trop près l'un de l'autre, riant d'un souvenir parisien. La jalousie, ce démon ancien, s'empara de Romain. Sans un mot, il fit ses bagages et partit pour Lyon, renouant avec son passé pour se punir. Éric, dévasté, courut après lui en train, le rattrapant à la gare de Marseille. C'est une erreur. Alexandre n'est rien, c'est toi que j'aime. Romain, brisé, confia enfin son secret sur Julien, j'ai déjà détruit un amour. Je ne supporterai pas de te perdre aussi. Leur réconciliation fut un torrent de larmes et de baisers. Un serment renouvelé sous les néons cruels de la gare. Plus de doute, jura Éric. Seulement nous. L'automne provençal enveloppa Arles d'une palette ocre et pourpre. Comme si la terre elle-même conspirait à guérir leurs plaies. Éric et Romain s'installèrent dans une routine douce amère, les matins dédiés à l'étude et au ministère. Les après-midi à explorer les ruelles médiévales. Main dans la main quand les ombres s'allongeaient. Romain enseignait désormais à une petite congrégation d'agriculteurs et d'artisans, prêchant un évangile dépouillé, où l'amour homosexuel n'était plus un tabou mais une célébration de la diversité divine. Dieu a créé l'arc-en-ciel pour une raison, disait-il dans ses homélies.
provoquant des hochements de tête approbateurs chez les plus jeunes. Éric, inspiré, commença à écrire des poèmes sur l'amour interdit. Des nouvelles sur des âmes en quête. Envoyées anonymement à des revues littéraires de Paris. Pourtant, la trahison d'Alexandre n'était pas effacée, elle couvait comme une braise sous la cendre. Alexandre, après son intrusion ratée, s'était replié sur lui-même, sombrant dans une dépression qui le renvoyait à ses propres fantômes familiaux, un père homophobe, une mère indifférente. Il contacta Éric par lettre. D'abord suppliante, puis accusatrice, « Tu m'as utilisé pour tester ton vieux prêtre. Tu es un imposteur. » Ces mots, comme des flèches empoisonnées, ravivèrent les doutes d'Éric. Était-il vraiment prêt pour un amour mature? Ou fuyait-il simplement vers la sécurité d'un homme plus âgé? Lors d'une dispute orageuse, il lança à Romain, parfois. « Je me demande si tu m'aimes pour moi. Ou pour expier Julien. » Romain blêmit, reculant comme frappé. « Comment oses-tu? C'est toi qui m'as ressuscité. » La fracture s'élargit lors d'une visite surprise de la tante d'Éric, venue de Paris pour sauver son neveu des influences néfastes. Installée dans leur humble maison, elle observa Romain avec suspicion, fouillant les tiroirs en quête de preuves. Un prêtre avec un garçon? C'est contre nature. Pense à ta mère. Éric, elle roulerait dans sa tombe. Éric explosa, défendant son amour avec une ferveur qui surprit même Romain. C'est plus fort que la nature, c'est divin. La tante partit, outrée, promettant d'alerter les autorités ecclésiastiques. Bientôt, des lettres officielles arrivèrent, l'Église protestante de France enquêtait sur Romain pour abus de pouvoir. Il fut convoqué à un synode à Genève, laissant Éric seul avec ses peurs. À Genève, sous un ciel alpin gris, Romain affronta ses pairs, des théologiens aux barbes blanches, des administrateurs en costume sombre. « Votre relation est un scandale, » tonna le modérateur. Romain, droit comme un i, répondit, « L'amour n'est pas un scandale, l'hypocrisie l'est. J'aime Éric. Et cela honore Dieu. » Le synode, divisé, opta pour une sanction légère, probation et interdiction de prêcher publiquement pendant 6 mois. Romain rentra à Arles brisé mais victorieux, trouvant Éric l'attendant à la gare avec un bouquet de lavande. Leur étreinte, sous la pluie fine, fut un rempart contre le monde. Mais le destin, ce farceur cruel, réservait une trahison plus intime. Alexandre, obsédé, s'allia à Madame Duval dans un complot tordu, il fournit des photos volées ou des clichés d'Éric et Romain enlacés, pris lors d'une promenade en échange de son silence sur ses propres faiblesses. Duval, triomphante, les diffusa dans la communauté protestante française, titrant ses pamphlets « Le pasteur pervers et son proie ». Le scandale éclata comme une bombe, journaux locaux titraient sur l'affaire Arles. Des fidèles désertèrent l'église. Et Romain fut défroqué. Éric, harcelé par des appels anonymes, se replia dans un silence douloureux. « C'est ma faute, » murmura-t-il une nuit, blotti contre Romain. « J'aurais dû couper les ponts avec lui dès le début. » Romain, privé de son sacerdoce, trouva du travail comme guide touristique aux arènes, racontant l'histoire romaine avec une passion mélancolique. Éric, pour sa part, publia son premier recueil de poèmes sous pseudonyme. Chaussures usées. Un succès modeste qui lui valut une bourse pour la Sorbonne. Leur amour, éprouvé par le feu, se mua en une tendresse profonde, faite de silences complices et de caresses guérisseuses. Pourtant, la trahison d'Alexandre culmina lors d'une confrontation finale. Celui-ci, rongé par la culpabilité, se présenta à Arles un soir d'hiver, ivre et désespéré. « J'ai tout perdu pour toi » vomit-il à Éric.
Que Romain avait envoyé chercher du vin au village. Ma famille me renie. Mes amis me fuient. C'était pour te reconquérir. Éric. Le cœur serré. Le repoussa doucement, tu as choisi la haine au lieu de l'amour. Pars. Et guéris-toi. Alexandre s'effondra. Pleurant comme un enfant. Et dans un geste impulsif, avoua son alliance avec Duval. Elle m'a promis l'absolution, j'ai cru que c'était ma chance. Romain. Arrivant sur ses entrefaites, ne leva pas la main, au contraire. Il s'agenouilla près d'Alexandre, posant une main sur son épaule. Le pardon est le plus grand pouvoir. Va. Et recommence. Alexandre partit. Brisé mais libéré. Jurant de se taire à jamais. Cette nuit-là, Éric et Romain firent l'amour avec une urgence nouvelle. Leurs corps fusionnant comme pour défier les cieux. Plus rien ne nous sépara, murmura Éric. Ses ongles s'enfonçant dans le dos de son amant. Romain. Les yeux clos. Répondit, seulement la mort. Et même elle nous réunira. Leur lien, forgé dans l'adversité, devint un témoignage vivant. Inspirant une petite communauté d'âmes marginales à Arles, des jeunes gays en fuite. Des veufs solitaires. Des artistes en quête de sens. Romain organisa des cercles de parole informels. Non plus en chair mais autour d'un feu de camp. Où les histoires d'amour brisées se muent en hymnes de résilience. Pourtant, le chaos trao-émotionnel survint lors d'un pèlerinage personnel à Paris. Éric, admis à la Sorbonne, insista pour que Romain l'accompagne. Ils revinrent à Saint-Germain-des-Prés, l'église où tout avait commencé. La congrégation avait changé, une nouvelle pasteur. Une femme lesbienne prêchant l'inclusion avait pris la relève. Lors de l'office, Éric se leva. Sa voix ferme résonnant, j'étais le garçon aux chaussures usées. Ris par vous. Mais Romain m'a sauvé. Non par pitié, mais par amour. Et cet amour nous a rendus meilleurs. Les applaudissements crépitèrent. Un baume sur les anciennes blessures. Romain, ému aux larmes, serra la main d'Éric, tu es mon miracle. De retour en Provence. Leur vie s'apaisa. Mais les ombres persistaient. Éric, plongé dans ses études, rencontra des tentations urbaines, des flirts étudiants lors de soirées littéraires. Il résista. Fidèle. Mais confia à Romain, la jeunesse appelle, j'ai peur de te blesser à nouveau. Romain, sage, répondit, laisse-la couler, notre amour est un vin millésimé. Pas un soda pétillant. Ces mots scellèrent leur maturité, transformant la passion en une affection profonde. Humaniste. Un soir d'été, alors que les cigales chantaient leur requiem, Romain tomba malade, un mal mystérieux, diagnostiqué comme un lymphome. Écho cruel du cancer de la mère d'Éric. Les médecins de Marseille furent pessimistes, les traitements? Un calvaire de chimio et de radiothérapie. Éric veilla son amant nuit et jour, lisant des psaumes à voix haute, massant ses mains amaigries. Si je pars. Vis pleinement, murmura Romain. Sa voix un fil ténu. Éric, les yeux rougis, jura, pas sans toi. Batte-toi. La maladie de Romain transforma le Havre provençal en un champ de bataille intime, où l'amour se mesurait en cuillères de soupe avalée et en nuit blanche passée à compter les étoiles filantes. Éric, abandonnant temporairement la Sorbonne, devint infirmier, cuisinier, confident à un pilier inébranlable face à la tempête. Les amis d'Arles affluèrent, la nouvelle pasteur de Paris envoya des lettres d'encouragement. Citant des théologiens progressistes sur la sainteté de la souffrance partagée, Alexandre, repentant, expédia anonymement des livres sur la résilience queer. Même Madame Duval, touchée par un malheur personnel, la perte de son fils dans un accident,
Écrivit une note laconique, pardonnez mon aveuglement. Priez pour moi. Romain lutta avec une dignité farouche. Ses sermons improvisés depuis son lit devenant des leçons de vie pour les visiteurs. La maladie n'est pas une punition, mais un appel à l'authenticité, prêchait-il. Sa voix affaiblie portant plus loin que jamais. Éric. En écoutant. Puisé une force nouvelle, il reprit l'écriture avec fureur, transformant leur histoire en un roman semi-autobiographique. L'ombre des vitraux, qui circulait en manuscrit parmi leurs proches. Les chapitres sur la trahison d'Alexandre étaient crus. Sans pitié. Mais concluaient sur le pardon, la jalousie est un voleur, l'amour un libérateur. Pourtant, le conflit intérieur d'Éric ressurgit, amplifié par l'angoisse. Lors d'une rémission temporaire, ils voyagèrent en train vers la Côte d'Azur, cherchant le soleil pour guérir l'âme. À Nice, sous les palmiers du promenade des Anglais, Éric confia, j'ai peur. Romain. Peur de te perdre? Et de me retrouver seul avec mes désirs inassouvis. Romain. Assis sur un banc face à la mer Méditerranée. Prit sa main, les désirs sont des vagues, l'amour. L'océan. Laisse-les venir. Mais ancre-toi en moi. Ce soir-là. Dans une chambre d'hôtel au volet bleu. Ils firent l'amour tendrement. Un rituel de reconnexion qui effaça les ombres. La rechute fut brutale. Romain. Alité. Délira sur Julien. Murmurant des regrets anciens, j'aurais dû le sauver. Comme je te sauve pas. Éric. Dévasté. Appela Alexandre en dernier recours au nom pour raviver une flamme. Mais pour un soutien fraternel. Alexandre arriva. Sobre et humble. Aidant aux soins quotidiens. Je vous dois ça, dit-il à Romain. Changeant les draps sans un mot de trop. Une nuit. Alors que Romain dormait. Alexandre et Éric parlèrent jusqu'à l'aube sur la terrasse. J'ai été un traître par peur d'aimer vraiment, avoua Alexandre. Toi. Tu as trouvé le courage. Éric. Touché. Posa une main sur son bras, nous sommes tous des traîtres. Parfois. L'important. C'est de revenir. Cette vulnérabilité raviva une étincelle. Innocente au début, des regards prolongés. Des rires complices autour d'un café. Romain. Sentant le courant. Confronta Éric lors d'un moment de lucidité, suis ton cœur. Si c'est lui. Éric nia. Furieux, c'est toi. Toujours toi. Mais la graine de doute germa. Quand Romain sombra dans le coma. Éric. Épuisé. Chercha du réconfort auprès d'Alexandre lors d'une soirée arrosée au village. Un baiser impulsif. Né du désespoir. C'est là la trahison ultime non par malice, mais par une fracture humaine. Le lendemain. Rongé par la honte. Éric confessa tout à Romain. Réveillé miraculeusement. Pas, murmura le mourant. Les yeux voilés de douleur. Trouve la paix que je ne peux plus te donner. Éric refusa. Veillant jusqu'au bout. Romain s'éteignit au lever du soleil. Sa main dans celle de son amant. Un sourire paisible aux lèvres. Aime. Librement furent ses derniers mots. Les funérailles. Dans les arènes d'Arles. Furent un hommage vibrant, des discours sur l'amour radical. Des chants provençaux mêlés à des psaumes. Éric lut un extrait de son roman. Sa voix brisée mais claire, il m'a appris que l'amour n'est pas possession. Mais libération. Alexandre. Présent dans l'ombre. S'approcha après, je suis là. Si tu veux. Éric. Les larmes coulant. Secoua la tête, pas encore. J'ai besoin de guérir. Les mois suivants furent un exil intérieur. Éric vendit la maison. Reversant l'argent à une association pour jeunes LGBTQ+ en Provence.
et rentra à Paris pour achever ses études. La Sorbonne l'accueillit comme un fils prodigue, ses professeurs, impressionnés par l'ombre des vitraux publiés posthumément en hommage à Romain, le guidèrent vers une thèse sur la littérature queer française. Mais la nuit, seul dans un studio du quartier latin, les fantômes le hantaient, le rire de l'église, le baiser sur la plage normande, la main froide de Romain. Alexandre réapparut, patient, offrant des promenades le long de la Seine, des dîners sans pression. « Je ne suis pas lui, dit-il un soir, sous les ponts illuminés. Mais je peux être moi. Avec toi. » Éric résista longtemps, fidèle à l'esprit de Romain. Il fonda un groupe de parole à l'église de Saint-Germain. Chaussures usées. Pour les jeunes marginalisés, un cercle où les histoires d'amour brisées trouvaient écho et guérison. Lors d'une session, un garçon aux yeux verts, rappelant son propre passé, confia « On marie à l'école pour mes sentiments. » Éric, ému, répondit « Le rire est éphémère, l'amour éternel. » Ces mots, écho de Romain, le libérèrent enfin. Il invita Alexandre à une de ses soirées. Et là, devant des témoins bienveillants, ils s'embrassèrent un nouveau commencement, teinté de mémoire. Pourtant, le drame culmina en un conflit inattendu, la tante d'Éric, repentante après une crise spirituelle, réclama une part de l'héritage pour réparer les torts familiaux. Elle accusa Éric d'avoir empoisonné Romain avec son lifestyle déviant. La bataille légale, après publique, raviva les vieux scandales. Éric, soutenu par Alexandre et la communauté, témoigna avec courage « Romain m'a choisi librement, notre amour était pur. » Le juge, touché, trancha en faveur d'Éric, ordonnant à la tante une thérapie familiale. La famille n'est pas sans mes choix, conclut-il. Libérés, Éric et Alexandre s'installèrent ensemble dans un appartement surplombant la Seine, mélangeant leur monde, les livres de droit d'Alexandre aux côtés des toiles d'Éric. Leur amour, né des cendres, était prudent. Humain fait de disputes sur les corvées, de voyages en train vers Arles pour honorer Romain. Lors d'un anniversaire, Alexandre offrit à Éric une paire de chaussures neuves, en cuir souple, pour marcher vers l'avenir, sans usure. Éric rit, ému, et ils dansèrent sous la pluie parisienne. Un duo imparfait mais vrai. Mais l'humanisme de leur histoire s'épanouit dans le pardon global. Éric contacta Madame Duval, désormais recluse, et l'invita à une lecture de son roman. « Votre rire m'a brisé, mais m'a aussi forgé, dit-il. » Elle, brisée par l'âge, pleura « J'étais aveugle par peur. Pardonnez-moi. » Ils prièrent ensemble. Non en église, mais dans un café. Un geste profane de réconciliation. Alexandre, témoin, murmura « Tu es un saint. » Éric. Non. Juste un homme qui aime. L'hiver 2025 enveloppa Paris d'un froid mordant. Mais le cœur d'Éric battait au rythme d'une renaissance douce. À 20 ans, il était devenu un pilier de la scène littéraire queer, L'ombre des vitraux avait été traduit en anglais. Acclamé pour sa tendresse dramatique, ses explorations nuancées de la trahison et du pardon. Les critiques le comparaient à Baldwin. Avec une touche française, un roman qui respire l'air de la scène et l'esprit de la résistance amoureuse. Éric, modeste, dédiait chaque lancement à Romain, il m'a appris à écrire avec le cœur saignant. Alexandre, son encre, l'accompagnait. Fier et solide, gérant les détails logistiques avec l'efficacité d'un avocat en herbe. Leur relation, loin d'être idyllique, était profondément humaine, des querelles sur l'engagement. Alexandre rêvait de mariage civil. Éric craignait de trahir l'esprit libre de Romain, des nuits où les fantômes ressurgissaient.
Éric murmurant des poèmes de Verlaine dans le noir. Je t'aime. Mais parfois. Je le sens encore, avouait-il. Alexandre. Patient. Répondait, et c'est ce qui te rend entier. Aime-le à travers moi. Ce pardon mutuel forgea un lien résilient. Teinté d'humour, Alexandre taquinait Éric sur ses tendances pastorales. Et Éric ripostait par des dîners improvisés à la bougie, évoquant les veillées provençales. Le chaos au final. Cathartique. Survint lors d'une retraite à Arles. Un pèlerinage annuel qu'Éric organisait pour son groupe aux chaussures usées. Alexandre. Réticent au départ, trop de souvenirs pour moi. Le traître accepta par amour. Sous le soleil implacable des arènes. Ils guidèrent une dizaine de jeunes, des ados aux baskets neuves mais aux âmes usées. Des migrants queer fuyant l'homophobie. Des étudiants en crise. Éric raconta leur histoire, le rire à l'église. La défense de Romain. Les trahisons en cascade. L'amour n'est pas linéaire, il est un labyrinthe de douleur et de joie. Mais au centre, il y a toujours la lumière. Un soir, autour d'un feu de camp, Alexandre se leva. La voix tremblante, j'ai été le vilain de cette histoire. J'ai trahi par peur. Par ego. Mais Éric m'a pardonné. Et Romain, de son ciel, l'a fait aussi. Les larmes coulèrent. Collective, un garçon. 16 ans comme Éric jadis. Murmura, ça donne espoir. Éric. Serrant la main d'Alexandre. Sentit la boucle se boucler, de la moquerie à la célébration. De la solitude à la communauté. De retour à Paris. Éric reçut une lettre inattendue de la tante. Désormais en maison de retraite. J'ai lu ton livre. Ta mère serait fière. Viens me voir. Il s'y rendit, accompagné d'Alexandre. Et ils partagèrent un thé dans un salon fleuri. J'ai été une pierre dans ton chemin, Admiel. Éric sourit, les pierres construisent les ponts. Elle lui remit un médaillon de sa mère. Gravé d'un verset, aimez-vous les uns les autres. Un geste de clôture. Humaniste. Effaçant les rancunes. Le printemps fleurit. Et avec lui. Une décision, Éric et Alexandre se marièrent civilement au bord de la Seine. Une cérémonie intime avec la communauté de l'église rénovée. La nouvelle pasteur officiait. Citant Romain, l'amour transcende. Éric. En chaussures neuves mais le cœur marqué par l'usure. Prononça ses vœux, je promets fidélité. Pardon. Et rire partagé au pour toi. Pour nous. Pour ceux qui viendront. Alexandre. Les yeux brillants. Répondit, et je promets d'être ton complice. Dans la joie et la tempête. Leur lune de miel en Normandie. Sur la plage où Éric et Romain s'étaient embrassés. Fut un hymne à la vie, des promenades pieds nus dans le sable. Des dîners de fruits de mer arrosés de cidre. Des nuits d'amour sous les étoiles. Romain approuverait, murmura Éric. Un soir. Une main sur le ventre d'Alexandre. Celui-ci rit, il nous surveille. Jaloux mais heureux. En rentrant, Éric lança un nouveau projet, un centre culturel queer à Saint-Germain. Maison Romain. Pour abriter ateliers d'écriture. Thérapie. Et messe inclusive. Les fonds affluèrent. Portés par le bouche à oreille. Des années plus tard. Éric. Professeur à la Sorbonne. Publia une suite. Arc-en-ciel provençal. Explorant la parentalité au car lui et Alexandre adoptèrent un garçon. Un orphelin aux yeux verts. Prénommé Julien en hommage. L'enfant, curieux, demanda un jour, papa Éric. C'était qui Romain? Éric sourit. Racontant l'histoire autour d'un dîner familial, le rire cruel. La main salvatrice. Les trahisons guéries. C'était l'amour qui m'a mené à ton papa Alexandre. Et à toi.
La vie, avec ses drames et ses grâces. Continua, des conférences internationales. Des amitiés forgées dans le feu. Des hivers d'où Éric relisait les lettres de Romain. Alexandre devint un avocat des droits LGBTQ+, plaidant pour des réformes en France. Leur maison, emplie de livres et de rires, devint un phare. Et parfois, lors d'office à l'église, Éric sentait une présence, un souffle chaud, un rire lointain aux Romains. Veillant, approuvant ce chemin humaniste. Où l'amour, gai ou non, triomphait par sa vulnérabilité. Ainsi, de chaussures usées à un foyer tissé de fils résilients. L'histoire d'Éric s'acheva non ambicacéh. Mais en une victoire douce, l'amour n'efface pas les cicatrices, mais les transforme en constellations, guidant les âmes égarées vers la lumière.